Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann cet après-midi pour clôturer cette belle semaine de webinaire où vous avez donc pu découvrir, découvrir les deux émissions scalping. 8h45, 13h, on va parler du dollar canadien cet après-midi, pas seulement, on va parler aussi de l'euro-dollar. Je vous invite la semaine prochaine à partir de mardi 17h30 à découvrir le dernier programme, nouveau programme qu'on vous propose, l'émission Closing Bell. Le principe étant de faire un point de clôture sur le CAC 40 et les actions françaises qui composent le CAC 40. On va progressivement, à mesure que passent les prochaines semaines, évoquer de plus en plus le suivi des actions françaises, puisque cette offre sera bientôt disponible chez FXM. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement légal que vous connaissez pour la plupart par cœur. Présentation à titre indicatif, négocier sur les devises, le marché d'échange ou les produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Alors cet après-midi concrètement nous attendons des statistiques américaines, canadiennes, américaines aussi mais surtout canadiennes dans 12 minutes. Ce que vous avez tous pu observer, c'est un renforcement, une dépréciation du dollar canadien qui est sous pression. Le marché anticipe une hausse du taux de chômage au Canada au mois de mars. Globalement, la stabilité, une création nulle d'emplois, même une légère décroissance. Globalement, 0 cas. Le marché anticipe finalement ni création ni destruction d'emplois pour ce qui est du solde net. Donc un équilibre finalement entre les destructions et les créations d'emplois. Ce sera de nature à influencer le dollar canadien qui, lui, baisse, recule, notamment face au yen, recul du Cayenne, l'analyse technique permettait de le voir venir, l'USD4, belle reprise sur un niveau de support. L'euro 4 par contre lui établit de nouveaux plus bas, mais l'euro est sous pression, sans parler donc du GBP 4 qui a priori voit son rebond reporté. Donc il y a un suivi je pense à faire différent en fonction de la devise avec laquelle on croise le dollar canadien, mais globalement lorsqu'on l'oppose au dollar américain ou au yen japonais, ce dollar canadien se déprécie. Mais il se trouve que l'euro et le GBP sont encore plus sous pression. Alors on va parler de l'euro-dollar et revenir rapidement sur quelque chose qui vous a déjà été présenté ce matin. En ce qui concerne les fondamentaux, je n'oublierai pas de donner un mot sur le pétrole. La nuit dernière, nous avons pris connaissance des chiffres de l'inflation en Chine. Les indices boursiers asiatiques, j'en ai beaucoup parlé hier, notamment dans le morning meeting. Le Hang Seng, le Nikkei 225. Le Nikkei 225, 20 000 points, c'est une cible évoquée dans nos colonnes depuis le milieu du mois de janvier. Je pense que ce marché pourra encore aller plus haut. D'ailleurs, Goldman Sachs, qui propose régulièrement une étude sur l'évolution des flux aux États-Unis, explique qu'il s'agit de la 3e semaine de sortie de fonds des actions US à destination de 3 marchés, la zone euro, le Japon et la Chine. Donc ce qui se traduit par à nouveau encore aujourd'hui des performances qui augmentent depuis le début de l'année sur ces 3 marchés-là, justement la zone euro, le Japon et la Chine. On parlera des indices US cet après-midi aussi. Plus d'incertitude autour de la Grèce, puisqu'elle a remboursé la tranche de 459 millions d'euros qui était due au FMI. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne a annoncé avoir, vous le savez, relevé son plafond de cette fameuse enveloppe d'urgence ouverte aux banques grecques, qui atteint désormais plus de 73 milliards d'euros. Mais la Banque Centrale Européenne est aussi revenue sur l'augmentation plus rapide que prévu de la taille de son bilan, qui je pense là exerce toujours cette pression à la baisse sur l'euro, sur le marché d'échange. Étant donné que le dollar américain se renforce depuis notamment, mais pas seulement, les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis avec un document rendu public mercredi dernier, voilà donc les conséquences sur cette paire majeure euro-dollar. L'analyse technique on vous a expliqué donc dans les émissions de ce matin ici en détail ce principe de la divergence baissière cachée avec généralement un redémarrage de la tendance de fond assez virulente, et c'est ce qui se produit sur l'euro-dollar. On prend peu de risques à envisager que ce marché revienne en direction des plus bas annuels à 1,0462, et je pense que la parité ça semble globalement assez inéluctable. En tout cas voilà, c'est ce que suggère ici l'analyse technique de fond. Vous avez aussi sur ce graphique une extension de Fibonacci qui apparaît. Alors le graphique
Le graphique ne répond pas, mais ça va revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Une extension de Fibonacci justement qui permet d'attraper cette fameuse cible à la parité, exactement 0,9980. À cela s'ajoute enfin l'observation du positionnement des traders particuliers chez FXCM, les données de notre SSI. En tant que client réel chez FXCM, vous avez accès 2 fois par jour aux données de positionnement des traders particuliers chez FXCM, le Speculative Sentiment Index, le SSI. Deux SSI m'ont surpris. Surpris oui et non, mais en tout cas sont assez significatifs. Tout d'abord, le pourcentage de positions longues sur le GBP USD qui dépasse 70%, alors que ce marché casse des supports, et l'augmentation sur les dernières 48 heures du pourcentage de positions longues sur l'euro-dollar, environ 15 points de pourcentage supplémentaire. Donc nous avons une nouvelle tendance baissière qui est achetée par la majorité des traders particuliers. Ça fait partie des éléments de l'opinion contraire qui, en tout cas, permettent de donner du corps aux signaux baissiers qui ont été donnés récemment, le triple top sous les indices 50 et la cassure de cette fameuse ligne de coup dont nous avons parlé hier à 1,0713. Voilà donc le graphique en données journalières sur lesquelles je souhaitais revenir. On va parler maintenant des graphiques en données journalières des paires en dollars canadiens, car on va se concentrer sur ce dollar canadien. Autant vous dire que, comme le rappelait d'ailleurs juste avant que j'ouvre cette émission Adrien, il y a souvent des éléments en amont qui peuvent être pris à contre-pied au moment des chiffres. Ici, notamment sur le dollar canadien. Donc, il y avait beaucoup de mouvements cette semaine qui pouvaient être, en utilisant l'analyse technique, réalisés avant ces chiffres importants du marché du travail au Canada. Je vous rappelle que mercredi prochain, mercredi 15 avril, est attendue une décision monétaire de la Banque centrale du Canada. Cette dernière ne manquera pas de réagir à ces chiffres de l'emploi. Donc ils ont probablement une double importance, déjà de manière globale, et d'autre part, ils vont influencer directement la décision que prendra la Banque centrale du Canada le mercredi 15 avril. On a tous été surpris en janvier de la baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada à 0,75. Imaginons un scénario qui verrait aujourd'hui des statistiques très mauvaises. En tout cas, ce que nous avons pu relever cette semaine, et vous connaissez par cœur ce grand trading range qui est probablement le trading range le plus propre du marché d'échange de l'USD CAD, au-dessus ici des 1,2380 à 1,2350. Généralement c'est un graphique en données 4 heures que je vous présente, je vais revenir dessus sur ce graphique en données 4 heures, mais en tout cas voilà où se trouve l'USD CAD en amont des chiffres. Nous sommes dans ce range 1,25, 1,2350, 1,28. L'idée c'est qu'à terme, il y a une possibilité d'en sortir par le haut, à moins d'exclure, ou à moins que se renforcent significativement les statistiques canadiennes. Dans tous les cas, il y avait la possibilité d'exploiter cette semaine ce trading range, et précisément lors de la séance du mercredi 8 avril. Vous êtes en position sur des paires en dollars canadiens, je vous invite, si vous êtes dans le bon sens, à clairement sécuriser des gains. Ce sont des statistiques qui peuvent créer beaucoup de volatilité réalisée. Donc, l'USD CAD pour le moment a bien rebondi sur la partie basse de son range et se situe maintenant à mi-parcours. La semaine prochaine, elle est vraiment majeure pour le dollar canadien, car en plus de la Banque centrale du Canada, mercredi, vendredi prochain, nous avons l'estimation, première estimation de l'évolution des prix au Canada au mois de mars. Ça c'est important. L'USD CAD rebondit dans la partie basse d'un trading range et sans surprise, le CAD Yen a rejeté. Le CAD Yen, c'était peut-être probablement une des stratégies de vente les plus intéressantes aussi le mercredi 8 avril. Moi, je vous ai surtout montré un graphique en données 4 heures, mais au final, voilà le trading range qui se déploie sur cette paire de devises. Hein. Il se situe comme ça. Donc voilà, on a fait à nouveau un rejet ici sous les 96,60. Le CAD Yen et l'USD CAD sont globalement, avant les chiffres, à mi-parcours ici de leur range. Donc voilà, c'est ce que je peux vous montrer pour l'instant ici sur ces graphiques en données. On va passer sur de l'intraday de toute façon rapidement. Alors l'EuroCAD, lui, teste les plus bas ici du mois de mars 2015 à 1,3382. Les cours sont sortis hier par le bas d'un range entre 1,3530 et 1,3750. L'EuroCAD se replie de manière moindre
alors l'Eurocad, on pouvait s'attendre à un rebond de l'Eurocad vu la faiblesse du CAD, mais l'euro étant aussi globalement faible, aujourd'hui on a une espèce de toupie sur l'Eurocad, une espèce de chandelier sans réelle direction, en tout cas en données journalières ici, mais globalement depuis 4 séances et la résistance à 1,3750, et c'était une résistance qui pouvait être vendue à plusieurs reprises, et on est probablement ici sorti par le bas d'une compression de cette nature-là. D'ailleurs, c'est très similaire, je trouve, à l'euro-dollar, globalement, en type d'approche chartiste, ce qu'on avait eu ici sur l'Eurocad. Une jambe de baisse, une reprise, une jambe de baisse, quoi. Le GBP CAD, c'est une autre paire de manches. Le GBP est globalement sous pression aussi. Il y a des échéances qui approchent. La volatilité devrait augmenter sur la livre sterling. Elle est sous pression. Si j'étudie ce graphique épuré du GBP CAD, nous retrouvons ici cette ancienne ligne de tendance baissière qui avait été débordée justement le 21 janvier à la baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada de 1% à 0,75. Bon, finalement, faut peut-être un peu rester à l'écart, mais je pense que 1,83, vous allez me dire, vous avez dit 1,87, puis 1,85, puis 1,83. Certes, je me suis fait pour ma part piéger par cette séance du 27 mars où j'ai cru qu'on avait vraiment donné un signal et ça retombe. Elle n'est pas évidente, autant la laisser un peu de côté désormais. Maintenant je vais basculer uniquement sur des charts intraday. Et je vais répondre à vos questions en utilisant cette charte intraday. On va suivre l'impact des statistiques sur cet horizon de temps. Et puis, et voilà, tout simplement, et je vais répondre donc à vos questions. Alors ça va charger, les indicateurs vont tomber. Bon, les marchés actions européens, vous les avez donc toutes et tous suivis. Je retrouve ici, alors le graphique journalier de l'euro-dollar, il s'agissait de vous montrer la divergence baissière cachée, qui permettait surtout de considérer que cette solide résistance à 1,1050, ici c'est le graphique que je vous ai présenté hier après-midi avec cette configuration en triple top. Voilà, donc la cassure de la ligne de coup, c'est précisément, j'avais expliqué hier que je préférais attendre, que je voulais une clôture au moins horaire. Bon, bah, on a eu une clôture H4, ce matin on a fait un micro wedge ici, un micro wedge, et voilà le Rodol bon, bah, qui tend tranquillement vers ses 1,05. Alors, je crois que les indicateurs canadiens sont connus. C'est pas mal alors. C'est plutôt pas mal. Alors, les statistiques canadiennes sont plutôt solides du côté des créations d'emplois. Donc forcément, vous observez un renforcement du CAD, ici donc l'USD-CAD notamment, qui se trouve actuellement en plein milieu de son trading range. Bon, alors étudions les chiffres en détail. 6,8%, ça c'est pour le taux de chômage, il est stable. Donc globalement, et par contre des créations d'emplois vraiment solides. Donc ce sont de bons chiffres. Ce sont de très bons chiffres ici sur le dollar canadien pour ce qui est du marché du travail au mois de mars. Alors clairement, ça va agir, je pense. Ouais, et taux de chômage inchangé à 6,8%. Alors cette nature a renforcé l'USD-CAD, a renforcé le dollar canadien. Donc l'USD-CAD, lui, en plein milieu de son trading range, qu'est-ce qu'on fait en plein milieu d'un trading range? Bah, en effet, vous l'avez dit, très fort, rien. Car par définition, le trading range, on l'exploite sur ses bornes délimitantes, soit le support, soit la résistance. Le CAD yen doit rebondir lui aussi au milieu de son trading range, ce qui est donc le cas. Il s'établit entre 94 et 96,66. C'est exactement d'ailleurs ce que nous disions avant la publication de ces chiffres, que les mouvements avaient été réalisés en amont de la statistique et que généralement ils prennent à contre-pied le mouvement récent. On a là, avec des chiffres suffisamment solides, probablement des rachats de shorts sur le CAD yen, des shorts qui ont pu être établis sous cette résistance à 96,66, mais en l'état cette paire de devises se trouve en plein milieu du range, donc n'est pas exploitable en l'état. Par contre la UD-CAD pourrait être intéressant s'il revenait tester les 0,96. Alors ça c'est quelque chose que je vous invite à surveiller. Pourquoi? Parce que l'AUD-CAD était sorti par le bas de ce range, l'a réintégré. Là nous avons des statistiques
qui renforcent le dollar canadien sur le court terme et voilà, qui rendent possible un repli de la UDCAD en direction des 0,96, mais j'aurais tendance à dire que c'est un support 0,96, bon, à voir. L'Eurocad. Alors l'Eurocad, eh bien ça y est, hein, l'Eurocad donne un signal. Finalement, de toutes les paires de devises en dollars canadiens, celle qui profite, je dirais, en tendance des chiffres, c'est l'Eurocad. L'Eurocad est resté dans un range sous la puissante résistance des 1,3750 pendant plusieurs séances, est en fait sorti par le bas d'une compression, plus ou moins un wedge. Bon, on avait ce type de figure, véritablement dans le sens de la tendance. L'Eurocad, c'est du point de vue de cette construction, on a évoqué un triple top sur l'euro-dollar sous indice 50. L'Eurocad, c'était plus ou moins un quintuple sommet sous les 1,3750, avec une ligne de coup qui a été brisée hier à 1,3527, engageant un certain nombre de cibles. Voilà, donc clairement, là, l'Eurocad est en train de briser les 1,3390. Par contre, si je prends un peu de recul, on a ce canal ici de progression sur l'Eurocad, un canal de baisse de très long terme, dont la partie basse passe aux alentours des 1,3280. Bon, je ne serais pas surpris finalement qu'avec ces chiffres relatifs à l'économie canadienne, l'Eurocad de toute façon se replie en direction ici des 1,3280. Bon, ce qui sera de toute façon important pour le dollar canadien, c'est la semaine prochaine, hein, vous l'avez compris. Bon, le GBP4 est sous pression, moi je ne le regarde plus avant les 1,83, hein, étant donné qu'il a quand même quelques difficultés. Est-ce que ce trou d'air est une opportunité par exemple pour rechercher un support sur l'USD-CAD, étant donné que l'USD-CAD c'est avant tout le dollar américain, je pense. Je vous remontre ici ce graphique du Dow Jones FXM Dollar Index qui a donné un puissant signal d'achat le 9 avril ici, en sortant par le haut d'une vaste compression dont le point de départ avait été donné par ce discours plus prudent de la Fed le 18 mars. Donc j'ai le sentiment que le dollar américain est en mesure d'inscrire rapidement de nouveaux sommets et j'aurais tendance à dire finalement qu'on peut chercher à exploiter ce trou d'air sur l'USD-CAD en intraday pour se positionner. Alors là il faudrait que je descende d'un horizon de temps, je vais tenter de travailler ici sur les chandeliers horaires, et moi je ne suis pas finalement contre l'idée de voir la poursuite de la tendance baissière de l'Eurocad et m'intéresser à des niveaux de support sur l'USD-CAD, bon, dans le sens où l'euro-dollar lui est clairement sous pression. Et c'est ce qui permet d'avoir ces deux stratégies. Alors, est-ce qu'on teste actuellement une ligne de tendance? Celle-ci n'est plus vraiment valable. Je pense que de manière générale, on peut ici exploiter le rôle de cette MM20. D'ailleurs, le marché est en train de la tester. Et j'identifierai ici un niveau horizontal, juste sur ce niveau de prix-là, 1,2573. Et je considère que l'on peut l'utiliser. C'est à peu de choses près la médiane, je dirais, chartiste du range ici. Hein. On voit bien que de part et d'autre de l'évolution de ce niveau horizontal, on rejoint soit la partie haute, soit la partie basse. Alors faisons confiance, je dirais, à la force intrinsèque de dollar US et à ce trou d'air intraday du USD-CAD permis par de bonnes statistiques canadiennes. J'aurais tendance à dire qu'on peut éventuellement exploiter ce support à 1,2573 pour toujours viser ce niveau ici des 1,28. Car la target sur l'USD-CAD, c'est de justement revenir chercher ce niveau des 1,28. Alors, les marchés actions US, et puis je vais terminer par vos questions. Les marchés actions US, on les a déjà bien couverts hier, encore bien couverts ce matin. C'est haussier, c'est tout simplement haussier. Les résultats des entreprises américaines tombent, il y a des opérations de fusion-acquisition, bon, il y a un certain nombre de choses qui soutiennent la cote. Le SP500, depuis cette séance du 6 avril, et je pense que la séance du lundi 6 avril a donné le point de départ du passage de la partie basse d'un range à la partie haute. Sur le SP500, c'était 2040. Depuis cette séance du 6 avril, je vise 2115.
et je pense toujours que le SP500 peut rejoindre 2115. Donc je n'ai pas changé d'opinion depuis hier. Idem sur le Dow Jones. Belle séance du lundi 6 avril, rebond sur 17 550. Je vise sur le Dow Jones 18 140. Cette ligne de tendance ici sur ce graphique intraday. Donc là-dessus, je n'ai pas changé d'opinion non plus. Et enfin, le Nasdaq 100, un marché que nous suivons énormément, qui lui aussi, le 6 avril, a donné un signal, en sortant par le haut d'une espèce de compression. Il y avait une divergence haussière ici qui était propre en H4. Un tout premier support désormais qui s'établit à 4389. On fait un petit flat d'ailleurs au-dessus. Et voilà, en l'état, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, je pense que le Nasdaq 100 a de bonnes probabilités de rejoindre les 4480. Bon, tout simplement les plus hauts annuels. Et on peut essayer d'attraper ce type là de ligne de tendance. Mais voilà, concrètement, ça reste un indice sur lequel mieux vaut s'intéresser au niveau de support. Donc voilà, les marchés actions US sur le plan chartiste, ils sont globalement en range depuis le début du mois de mars, même depuis la mi-février. On s'est repris le lundi 6 dans la partie basse. Je vise tout simplement désormais la partie haute de ces ranges. Alors, je vais répondre maintenant à vos questions, mais avant cela, un dernier mot sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole, on vous propose beaucoup de contenu ces derniers temps sur le site, notamment le fait que nous envisagions la poursuite de ce range 44 $, 54 $. Sans exclure la possibilité qu'un jour on casse peut-être 54 $. Ce qui n'a pas permis au prix de dépasser 54 $, c'est l'accélération du restockage de barils de pétrole aux États-Unis, avec les récents chiffres encore communiqués cette semaine par l'administration américaine d'information sur l'énergie. L'évolution du prix du pétrole sur le court terme pourrait être négative si le WTI cassait le niveau des 50 $. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Je dirais que sur le court terme, on s'est globalement neutralisé entre 50 et 52,40. Mais si le pétrole cassait le support à 50 $, il y a un risque de se replier vers les 47, voire même les 44. Hein, parce que finalement, on reste dans ce range. Ce qui ne manquerait pas en cas de cassure des 50 $, ce n'est pas fait, mais ce qui ne manquerait pas, d'accentuer la pression sur le dollar canadien. Du coup, j'en reviens donc à nos moutons. Et avec toujours cette possibilité de chercher des niveaux de support, notamment sur l'USD CAD. Et je pense d'ailleurs que cette mèche là, alors on n'a pas pile poil testé le point, mais je pense qu'on peut toujours chercher à exploiter des trous d'air intraday pour se positionner long sur l'USD CAD. Et de la même façon, si je réétudie en intraday cette fois-ci ce range sur le CAD yen, étant donné que le CAD yen a rejeté le 8 avril sous les 96,66, je trouve qu'il y a une probabilité de le voir à nouveau ici se replier en direction des 94,40. Et donc j'aurais tendance à considérer que la première résistance ici à 95,55, 95,60 peut être utilisée tout simplement pour une stratégie de vente. Alors voilà en tout cas les seuils que j'estime importants à suivre. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, question de visiteur, les volumes sont-ils intéressants à voir? Alors, bonne question. Chez FXM, vous avez la possibilité donc d'afficher le volume d'échange réel sur les paires de devises. C'est par défaut sur la plateforme. Alors, il s'agit des volumes des traders qui négocient chez FXM dans le monde. On va regarder d'ailleurs ce que ça donne sur l'USD CAD. Donc là, je suis en données horaires en H1 sur l'USD CAD. Je descends rarement sur ces horizons de temps-là, mais voilà, ça me paraît pas mal. Et vous avez ici l'histogramme du volume d'échange réel. C'est le volume monétaire. Regardez, je touche à rien. Je touche à rien. Regardez ce chiffre ici. Il s'actualise tout simplement en temps réel en fonction de la quantité d'argent qui est envoyée donc par les différents traders chez FXM. Donc ça, c'est une chose qui est importante à savoir et que vous pouvez utiliser d'ailleurs sur de nombreux horizons de temps. Alors, ici, ce dernier histogramme nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'il correspond au créneau horaire, enfin à l'heure de transaction entre 14 h et 15 h. Et donc,
Regardez ici ce que nous observons, sans surprise. Prenons le rebond de l'USD CAD depuis les 1,2380. Donc l'USD CAD il a rebondi sur les 1,2350, 1,2380. On constate d'ailleurs, regardez, voilà, le volume vient de changer. Hein. Donc on vient de passer. Alors ici, le volume qui est indiqué, c'est en fonction de l'horizon de temps. Donc en clair, ce que vous constatez ici, les 190 millions à peu près, hein, 190 millions, ont été envoyés par vous et vos collègues à travers le monde sur l'USD CAD. 190 millions, et c'est un flux monétaire envoyé ici sur l'USD CAD depuis 14 heures. Vous pouvez à ce moment-là me poser la question, mais dans quel sens? Bonne question. On va jeter un œil au volume directionnel. Où et dans quel sens se sont investis les 190 millions en 45 minutes sur l'USD CAD? Alors, je vais afficher ici le volume directionnel. L'idée c'est quoi? C'est de décortiquer l'histogramme du volume d'échange réel en deux compartiments. Et donc depuis 14 heures, voilà ce qui s'est passé. 125 millions sur les positions vendeuses ou des bouclages de positions acheteuses. Ça ne va pas jusque-là en fait. Et 70 millions sur les positions longues. Pourquoi depuis 14 heures y a-t-il 125 millions à la vente et 70 à l'achat? Parce que vous avez pris connaissance de statistiques favorables au dollar canadien. Mais comment savoir maintenant s'il s'agit de positions short qui ont été ouvertes ou de positions acheteuses qui ont été débouclées? Là, l'indicateur ne va pas jusqu'à proposer tous ces détails. En tout cas, c'est simplement pour vous montrer que dans un créneau horaire où une statistique est attendue, il y a clairement une augmentation ici qui est significative du volume d'échange. Alors ensuite, si vous étudiez notre SSI, le Speculative Sentiment Index, ne cherchez pas d'orientation particulière sur l'USD CAD, c'est du 50-50 depuis plusieurs semaines. Ça ne varie pas. Mais sans surprise, pourquoi est-ce que c'est du 50-50? L'USD CAD est un trading range qui dure depuis bientôt 10 semaines. Autant vous dire que un positionnement acheteur-vendeur qui se maintient depuis 10 semaines, 50% long, 50% vendeur, je vous n'imaginez même pas les dégâts, enfin les mouvements qui vont se produire lorsqu'on va sortir du range. Concrètement, lorsqu'on va sortir du range sur l'USD CAD, 50% des traders vont se faire prendre à contre-pied. Donc ce sera significatif. Donc je trouve ça vraiment intéressant de suivre ce range, d'autant plus du fait du positionnement des investisseurs, autant à la vente qu'à l'achat, de manière globale, sur le stock de positions ouvertes. Alors probablement autant qui ont acheté le support majeur et autant qui ont shorté la résistance majeure. Et on peut parfaitement imaginer où se positionnent leurs stops. Les acheteurs, les stops doivent être par ici, et les vendeurs, les stops doivent être par ici. Donc lorsqu'on va sortir du range, on peut s'attendre, je pense, à 200 pips assez rapidement, voire même en une séance de décalage sur l'USD CAD. Et ça peut se produire la semaine prochaine avec cette décision de la Banque centrale du Canada, ou encore les chiffres de l'inflation au Canada, ou peut-être tout simplement du fait du dollar américain qui globalement semble vouloir établir de nouveaux plus hauts annuels rapidement. Alors bonjour Crani, peux-tu nous parler du UK 100? Eh bien je peux vous parler du UK 100, du FTSE. Le FTSE, je ne fais pas partie des analystes qui veulent shorter par principe les sommets historiques, car je pense que ce sera bientôt une stratégie perdante. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. C'est plus du tout comme avant lorsque je regarde. Alors déjà, bon, la dynamique des actions, elle n'est plus la même qu'en 2014. Mais de manière générale, on a eu une tentative d'accélération ici entre le 20 et le 25 mars, lorsque d'ailleurs la livre sterling était sous pression. Puis elle s'est stabilisée. Depuis le début du mois d'avril, la livre sterling est à nouveau sous pression. Regardez aujourd'hui le GBP USD, vous êtes 72% à acheter les nouveaux plus bas du GBP USD. Ce qui me fait penser que le GBP USD va encore fortement baisser. C'est globalement quelque chose qui peut servir les actions anglaises. Maintenant, la façon dont le FTSE s'est repris depuis les 6700 points ici, 6750, j'ai l'impression qu'on fait une espèce de structure en V. Et je pense que si ce marché dépasse les 7060 points, je ne devrais pas l'anticiper, mais c'est globalement ce que j'anticipe, nous pourrions
rejoindre sur le FTSE 100, ici le CFD UK 100, les 7284. C'est une extension. Donc je pense qu'il ne faut pas ouvrir de stratégie longue sous résistance, mais qu'il y avait, et j'ai beaucoup tweeté là-dessus, aux alentours de vraiment début avril, le test de cette ligne de tendance, et bien cette fois-ci j'ai le sentiment que ça peut passer. Alors question sur le GBP Yen. Alors question de Samuel, probablement comique, à propos de l'arrivée du bébé de Kate et de William sur le GBP USD. Alors je poste vos commentaires, mais il y a un léger souci là je crois, mais en tout cas je les vois vos commentaires, donc je vais les dire à voix haute. Le GBP Yen. Alors c'est parti, on va l'étudier tout de suite. Donc le GBP Yen, il est sous pression, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le GBP Yen menace directement le support ici à 175,80. À l'époque, ce marché avait fait un triple bottom sur 175,80, 176, ce qui montre à quel point la livre sterling est sous pression, et ce qui peut là aussi servir les intérêts du FTSE. Donc, là, le GBP Yen, il teste les plus bas. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un scénario comme le 3 février? Je pense que graphiquement, c'est complètement différent. À l'époque, en janvier, on avait fait un premier test des 176, puis un second, puis une tentative de cassure des 176, avant d'avoir ici une configuration en avalement haussier. Et d'autre part, il y avait ici, rappelez-vous, une belle divergence haussière, le 3 février 2015. Nous sommes actuellement dans une situation graphique qui est différente. On vient de sortir par le bas d'une espèce de figure ici en cassant les 177. Il n'y a strictement aucune divergence à l'horizon. J'ai plutôt le sentiment que le GBP Yen pourrait cette fois-ci casser son support. C'est pas fait, mais ce serait... disons que là, je ne m'exposerai plus au niveau. Voilà, j'aime pas la façon dont on retombe dessus. Ça va peut-être tenir. Mais dans ces cas-là, autant attendre la confirmation. Autant attendre de franchir une résistance pour y croire. Mais voilà, je regarde le GBP USD, je regarde le GBP Yen, je regarde le FTSE, je regarde enfin les données du Speculative Sentiment Index sur le GBP USD, et j'ai plutôt le sentiment que davantage de baisse est devant nous. Voilà, alors j'ai répondu à l'essentiel de vos questions, donc merci d'avoir été attentif. Vous retrouvez donc dans l'après-midi la programmation de nos émissions de la semaine prochaine, avec maintenant 6 rendez-vous, le rendez-vous des scalpers, le Good Morning CAC, le Morning Meeting, le 13h des scalpers, le Wall Street Insider, la Closing Bell à la Bourse de Paris et le webinaire de 18h, donc pardon. Ça fait un total de 7 émissions, et maintenant qui auront lieu donc du lundi au vendredi. Voilà, merci d'avoir été attentif. Je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end, et je vous retrouve lundi, si tout va bien, pour le morning meeting de 11h. Merci.